Salut bonnes gens. Je ne peux pas malheureusement participer à votre journée d'études du 29 mars en direct, du 29 mai en direct. Donc je vais utiliser cette courte vidéo pour préciser quelques points cliniques qui me semblent essentiels. À l'heure où les médias bruissent de propos sur les VSS, se focalisent quasiment exclusivement sur les vedettes, de Depardieu à Miller, à Berry, en passant par Bruel, il me semble opportun d'analyser le psychisme du prédateur moyen, qui est en fait quasi universel, dans l'ombre des familles, des proches et des institutions, afin de mieux les repérer, les identifier et s'y soustraire. Voyons donc ce qui se passe dans la tête d'un prédateur. Donc vous avez le site Zeugma Pro pour avoir un certain nombre de cours et de séminaires. Mon adresse si vous voulez correspondre pour se poser des questions, critiquer, etc. Et vous avez une chaîne YouTube avec un certain nombre de cours plus complets que cette vidéo, mais pour les curieux et les curieuses, vous pouvez sans problème aller y faire un petit tour. Voilà. Donc, oui, ici je... Voilà. Donc, la question est donc comment comprendre les fonctionnements psychiques qui induisent et favorisent la prédation, l'emprise et l'agression, ce qu'on appelle les VSF. Alors, premier point, quelles sont les réponses ordinaires et médiatiques? Ce serait l'œuvre de psychopathes et de sociopathes. Voilà. Deuxièmement, ce seraient des obsédés sexuels. Ce seraient des marginaux. Ce seraient, pour certains, des immigrés. Suivez mon regard. Et ils auraient un faciès et un comportement repérable. Et, en dernier point, il y aurait une typologie des victimes, comme si les victimes se reconnaissaient. C'est évidemment totalement faux. Alors c'est difficile de contrer une idéologie, c'est difficile de contrer une masse de médias, et pourtant il y a des études scientifiques qui portent sur des cohortes importantes. Les méta-analyses analysent les analyses et les vérifient. Et toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste, de viol ou d'agression sexuelle. Pour les agresseurs, ben, vous avez la liste oncle, homme proche de la famille, le père, un autre homme, un demi-frère, un ami proche, un grand-père. J'ai fait la somme, évidemment, et ça vous donne, roulement de tambour, 91% des agresseurs sont des proches. Ce qui veut dire que 9% des agresseurs sont à l'extérieur. C'est-à-dire que le mythe du rôdeur psychopathe dans un parking, c'est vraiment un mythe intéressant du point de vue cinématographique, mais qui n'est en rien le reflet de la réalité. Enfin, dernier tableau, qui est horrible. Qui sont les auteurs d'inceste? Père, oncle, cousin, frère, beau-père, grand-père, mère, sœur, tante, belle-mère, cousine, grand-mère, autres. Voilà. Donc entrons dans le vif du sujet. Le bourreau et la victime sont des personnes lambda. J'ai trouvé sur Internet, pays par pays quasiment, le visage moyen. En fait, une IA a récupéré des milliers ou des centaines de milliers ou des millions d'images et a fait une moyenne. C'est-à-dire qu'on obtient le personnage moyen. Eh bien, l'agresseur, donc le bourreau, et l'agressé, donc la victime, sont des individus moyens. La typologie du prédateur et l'abuseur, elle est intéressante
Alors c'est pareil, ce sont des études qui portent sur des colonnes extrêmement importantes. Vous avez à peu près pour moitié d'ailleurs, ce qu'on appelle les agressifs dévorants. Oui, le chien est manifestement un rien agressif. Ils sont introvertis socialement, en particulier avec leurs supérieurs. C'est une forme de peur ou de lâcheté, enfin voilà. Ils sont autoritaires dans le cadre familial, au point d'être parfois des tyrans domestiques. Ils ont des carences affectives archaïques majeures, nous le reverrons. Le deuxième groupe, la deuxième typologie, c'est le passif dépendant. Donc c'est un chien qui a l'air de se plaindre. Il a une personnalité faible et fragile, c'est-à-dire qu'on ne le remarque pas, ni dans la posture, ni dans le gestuel, ni dans la prise de parole. Il est plutôt soumis aux autres et ses actes et ses crimes incestueux sont en fait une recherche d'alliance et de connivence protectrice par manipulation et attendrissement. Pour le dire autrement, il n'a de relation avec personne, donc il va prendre le maillon le plus faible des personnes qui l'entourent, c'est-à-dire l'enfant, le cousin, la nièce, la personne en situation de faiblesse. Voici le sommaire, organisation psychique, mécanique fonctionnelle, étiologie sommaire, l'étiologie c'est l'analyse des causes, forme de prédation, repérage clinique et conséquences sur les victimes. Je vais essayer de ne pas être trop long. Alors, organisation psychique, oui, il fabrique des grillages, donc j'ai mis un GIF où en fait une machine fabrique en permanence des grillages, à la fois pour lui et pour autrui, en particulier sa victime. Donc, premier point, le rapport à l'autre, c'est un rapport à un objet plutôt que comme sujet. Il n'y a pas de porosité à l'autre. C'est ce qu'on appelle l'inceste focal. La porosité, ça veut dire dans une relation affective ou amoureuse, il n'y a pas étanchéité entre l'autre et moi. C'est-à-dire que l'autre va me modifier, peu ou prou, et je vais le modifier, peu ou prou. C'est une relation de porosité symétrique. Eh bien, le prédateur est particulièrement étanche à l'altérité. Deuxième point, il va rechercher le contrôle, le pouvoir et la captation. Donc sa grande hantise, c'est l'aléatoire, c'est l'impromptu, c'est la prise de liberté, c'est tout ce qui vient gêner sa planification antérieure, sa planification intellectuelle intérieure. Intellectuelle au sens où elle est pensée, nous le reverrons. Absence ou affaiblissement de l'empathie. Alors je rappelle que l'empathie est liée à des organes, hippocampe, etc., mais que cette capacité d'empathie peut changer. Il y a des enfants jadis qui venaient de Roumanie à l'époque du Ceausescu, qui étaient considérés quasiment comme des psychopathes, et à l'examen neurologique, on voyait que leurs organes de l'empathie étaient peu irrigués en oxygène et en sucre. Donc certains se sont dit, ils vont rester psychopathes toute leur vie. Et en fait, ils ont été mis dans des familles aimantes, choisies par les soignants, et on s'est aperçu qu'en moins de 3 ans, comme le cerveau est plastique, comme il y a une plasticité cérébrale, eh bien, ils avaient peu ou prou la même empathie que tout un chacun. Soyons, pour une fois, optimistes. Ils ont une logique instrumentale, il faut séduire. Alors, séduire, c'est pas le sens commun, isoler, dominer, exploiter. En fait, le prédateur, de fait, il maîtrise mal, sauf le pervers narcissique, mais qui est très minoritaire et qui est à part dans la clinique. Et c'est rare en clinique, contrairement à ce qu'on pense. Donc, il maîtrise mal les codes de séduction, soit parce qu'il a eu des complexes anciens, soit parce qu'il a une inculture, soit parce qu'il est dans une famille où il n'a pas eu la possibilité d'apprendre par imitation grâce aux neurones miroirs. En fait, sa victime est la proie la plus facile. Donc sur un ensemble de proies possibles, il n'a pas les moyens, il n'est pas armé, si j'ose dire, armé au point de vue linguistique, émotionnel, empathique,
pour séduire, donc créer un contact poreux. Donc ce qu'il va faire, il prend ce qui pense être la proie la plus simple, ce qui fait que c'est une pulsion immédiate au sens où il n'y a pas de média, il n'y a pas de médium plutôt, et c'est une pulsion qui est opportuniste. Voilà. Deuxième chapitre, vous voyez que c'est assez bref, la mécanique fonctionnelle. Alors j'ai mis une machine pour bien montrer que là, on assiste dans la clinique à une mécanique dont on peut très facilement percevoir les tenants et aboutissants. Hein. Alors, il y a du clivage, du déni et de la rationalisation. Ça sont les 3 points, on va dire, basiques en clinique différentielle pour repérer le prédateur. Alors, le clivage, c'est le fait que 2 vérités coexistent dans le psychisme. Il y a le réel tel qu'il est et le réel tel qu'on aurait voulu qu'il fût. Alors, nous avons tous un minimum de clivage. C'est ce qui permet d'avoir des projets, c'est ce qui permet d'avoir un idéal, c'est ce qui permet éventuellement d'être optimiste ou pessimiste. Voilà. Et en fait, si l'écart est trop grand entre ces 2 vérités, il y a dissonance cognitive. Eh bien, le moyen trouvé par le prédateur pour éviter la dissonance cognitive, c'est d'asservir l'autre pour le faire entrer dans son monde psychique. Donc on l'isole du monde réel pour le faire entrer dans le monde psychique organisé par la perversité du monsieur. Enfin, du monsieur, parce que c'est plus souvent un monsieur qu'une dame. Voilà. Et quant au déni, la réalité réelle, si j'ose dire, est insupportable. Elle est remplacée par celle qui correspond au désir. Alors attention, nous ne sommes pas dans la pathologie. C'est pas un clivage aussi net, aussi clair que dans la pathologie. Autrement dit, c'est moins de l'ordre du psychiatre que de l'ordre du psychologue clinicien. Il y a une jouissance, une maîtrise de l'asymétrie relationnelle. J'ai dit tout à l'heure que la porosité idéale, si j'ose dire, fonctionnait avec une symétrie émotionnelle, une symétrie empathique, une interpénétrabilité de modification alternative et dialectique. Eh bien là, non. Il y a une fragilité narcissique assez évidente qui est compensée par la domination. Je prends le pouvoir parce qu'au fond du fond, je sais que je suis un pauvre type. C'est horrible comme fonctionnement, mais c'est comme ça. Et souvent, les petits caïds ou les grands caïds, quand vous grattez, vous trouvez des failles narcissiques majeures. Et la défense contraphobique, c'est-à-dire l'ensemble des processus pour éviter un état anxieux, c'est la prise de pouvoir de l'autre qui du coup se trouve réifié. Alors on dit soit réifié, soit chosifié, soit instrumentalisé. Pour l'instant, je ne m'apesandis pas sur les différences, sur les nuances. Ensuite, étiologie sommaire. Sommaire parce que c'est compliqué, c'est un syndrome, les causes sont multiples. Alors, premier point, je le redis parce que parfois on l'oublie, en sciences humaines, les résultats sont gaussiens. Donc, ce que disent les analyses cliniques, ce que disent les méta-analyses, c'est vrai pour 2 fois 34,1, c'est moins vrai pour la frange de 2 fois 13,6, et ça peut être faux pour les franges. Donc attention à ne pas plaquer sur un regard clinique une sorte de dialectique noir ou blanc. C'est plus proche des nuances de gris. Il n'y a pas d'allusion au bouquin, évidemment. Alors, il y a des carences narcissiques précoces. Des troubles d'attachement, si vous n'êtes pas au clair sur le trouble d'attachement, vous allez sur des cours ici ou là, mais en l'occurrence, sur ma chaîne YouTube, j'ai un cours complet sur le trouble d'attachement qui finalement est assez utile et assez complet.
Vous avez des blessures narcissiques liées à des expériences traumatiques, abandon, alexithymie parentale. Je rappelle que l'alexithymie, c'est le fait de ne pas mettre des mots sur les sentiments et les émotions, ce qui fait que faute de mots, on a l'impression que les sentiments, en particulier l'amour, n'existent pas, ce qui est évidemment extrêmement douloureux. Maltraitance, inceste. Absence de tiers séparateur et une dyade ou fusionnelle ou absente. Le tiers séparateur, alors, statistiquement, c'est souvent le père qui apprend à l'enfant le monde extérieur, qui fait sortir du monde maternel de la dyade, qui lui apprend les codes et surtout qui lui présente le monde comme étant enthousiasmant. La dyade étant toujours, jusqu'à un âge avancé, un monde un havre où on peut se reposer. Je rappelle que même les patients très âgés, quand ils souffrent, ils appellent leur mère, et je n'ai jamais vu un patient de 70 ans appelant son père quand il est ravagé par une douleur intense, genre métastase osseuse. Voilà. Et une culture ou un ethos incestuel. Alors, incestuel, ça signifie, c'est ce qu'on appelle inceste focal, ça signifie que les seules références, les seules visions du monde sont celles de la famille, voire, alors les sociologues ont travaillé là-dessus, voire de la communauté. C'est un peu compliqué à analyser. Et vous avez des cultures et des ethos où l'altérité est mal vue. Donc, la porosité à l'altérité est un risque. Donc, mécaniquement, ça vous mène à cultiver l'emprise et la réification de l'autre. Mécaniquement. Et enfin, méconnaissance des codes de séduction, puisque l'altérité est considérée comme étant dangereuse, pas la peine de, entre guillemets, se fatiguer à apprendre les codes par la culture, par l'exemple, par le théâtre, par la création artistique ou le spectacle de l'art, et pas la peine d'apprendre le symbolique. Je prends ce que je veux. C'est la relation immédiate et opportuniste dont je parlais tout à l'heure. Et enfin, non-verbalisation de l'interdit de l'inceste et de l'éthique. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'interdit de l'inceste, qui est pourtant une donnée universelle, ce qu'on appelle un schème anthropologique, est très peu cité dans les familles, dans les écoles, dans les institutions. Et même, il n'y a pas si longtemps, dans la loi. Donc, il faut le verbaliser. Ensuite, forme de prédation. Encore une fois, je vais simplifier, mais vous avez un éventail qui est assez complet. Prédation narcissique et relation d'emprise. C'est-à-dire qu'il y a une relation entre la prédation qui me narcissise, je suis un vrai mec puisque je possède un tel ou une telle, et relation d'emprise, c'est parce que l'autre m'appartient, d'où éventuellement jalousie, d'où éventuellement féminicide, etc., que je me narcissise. Deuxièmement, manipulation affective et psychologique, inversion accusatoire, donc c'est un fonctionnement linguistique qui est repérable dans la clinique, qui est évidemment odieux, mais qui est là. Prédation dite sexuelle, sociale ou institutionnelle. Alors en fait, tout le monde dit sexuelle, on va être un peu maniaque. Hein. En réalité, il s'agit plus d'une prédation génitale que sexuelle. Je rappelle que la relation sexuelle implique la porosité, de l'interpénétrabilité, du jeu, de l'histoire entre deux sujets, donc des mots, du langage, alors que le génital, c'est de la viande, c'est de la biologie. Ça reste ancré aux organes sexuels au sens physiologique, au désir, à la jouissance organique. Or, je le dis en majuscule, mais j'insiste là-dessus, la prédation est un problème de pouvoir et pas de sexualité. Là, les médias non seulement se trompent, mais induisent en erreur de manière que je trouve absolument scandaleuse. Donc, la prédation est un problème de pouvoir, pas de sexualité. Et enfin, dernier point, une prédation qui peut être collective, sur la famille, sur le groupe,
sur la bande, sur la meute, voire, il y a quelques hommes d'État actuellement qui entrent bien dans cette logique-là, sur une nation. Enfin, le repérage clinique, c'est donc essayer de voir, comme dans une radio ici, les symptômes discrets. Alors, le premier repérage, c'est un discours séduisant, mais incohérent. Alors, c'est ce qu'on appelle un discours paradoxal. C'est un discours qui mêle des compliments à la limite de l'obséquiosité, avec des critiques extrêmement blessantes. C'est ce qu'on appelle le discours paradoxal. Ensuite, vous avez des oscillations entre le charme, donc connivence secrète, infralangage, des codes subtils, des petits gestes, des sous-entendus, pour créer un univers secret qui serait comme l'écrin d'un sentiment amoureux secret. Vous voyez la manipulation, hein? Et intimidation. Il y a aussi intimidation et menace. C'est-à-dire que si la personne, entre guillemets, victime, veut sortir de ce monde, de cet écrin, entre guillemets, secret, on lui montre, on lui dit clairement qu'il y aura sanction, qu'il y aura punition. Et quand vous écoutez les enfants ou les ex-enfants devenus adultes qui ont subi ce genre de crime, c'est toujours le même système linguistique. Ensuite, isolement de la victime et avec la victime. Donc j'isole la victime de ses pairs, de ses proches, et je crée un lien spécifique, ce que j'ai appelé l'écrin. Installation d'un climat insécure, de peur, d'anxiété et de culpabilité. C'est-à-dire que assez rapidement, le prédateur fait porter à sa victime le poids d'une responsabilité qui, évidemment, et psychologiquement et en droit, n'existe pas. Et ça fonctionne très bien. Enfin, pour finir, les conséquences sur les victimes, je pense que vous aurez plus de précision. Bon, là, je me suis contenté de faire un éventail classique. Alors, premier point, oui, je mets des flammes, toujours des effets un peu enfantins, j'assume. Attention à ne pas essentialiser les victimes. Elles restent elles, avec leur moi, mais elles ont croisé un bourreau, j'allais dire un salopard. Donc méfiance par rapport à l'assignation médiatique. Quand des gens se définissent comme victimes, se définissent comme en situation de handicap, se définissent comme cancéreux, se définissent comme hypersensibles, etc., les cliniciens ont tendance à tiquer un peu. Non, il y a leur moi à eux, ce que Platon appelle Lucia, et qui passe par des formes, eidos en grec, par des formes, mais qui sont conjoncturelles, qui ne sont pas forcément structurelles. Je rappelle que le cerveau est plastique, qu'il y a la résilience, et qu'on peut suturer les cicatrices anciennes. Alors, perte d'estime de soi, confusion identitaire, état anxieux. Ça se voit dans le comportement. Alors méfiez-vous, parce que parfois les enfants et adolescents ont tendance à dire « je suis nul », ça fait partie d'une théâtralité pour qu'on s'occupe d'eux. Mais parfois, et c'est assez désespérant, vous avez quelqu'un qui véritablement se prend pour quelqu'un qui a tout raté, qui ne réussit rien et qui n'a aucune lumière interne. Confusion identitaire, c'est-à-dire qu'on ne sait plus exactement qui on est. Je rappelle que dans l'enfance et l'adolescence, un des moyens de savoir qui on est, il y en a d'autres, hein, il y a des cours là-dessus, vous trouverez facilement, c'est la douleur. Ce qui explique que certaines victimes se font mal, continuent à se faire mal. J'ai mal, donc j'existe. Il y a mieux, mais on les a dessaisis de tout ce qui permettait d'identifier le moi. Deuxièmement, hypervigilance, honte, inhibition. Alors l'hypervigilance, c'est bien, mais c'est aussi un symptôme que le monde potentiellement est riche d'agresseurs et d'agressions. Honte d'avoir participé sans rien dire,
et inhibition au sens où si je me lance dans une activité, je peux rencontrer la même situation. Dissociation traumatique, le corps est réifié et il peut y avoir amnésie. Alors, sans doute, c'est moins courant que ce que disent les médias, hein. Mais cela dit, cela existe et on le repère complètement. Corps réifié, c'est-à-dire que on peut lui faire n'importe quoi, on ne ressent rien. Donc il y a des personnes qui ont été incestées longuement pendant leur enfance et qui après de leur corps vont faire n'importe quoi parce que ça ne leur fait rien. Il y a une sorte de distanciation qu'on appelle la dissociation traumatique qui fait que leur corps devient insensible. Attention, le psychisme le paye un jour ou l'autre, hein. Voilà. Désorganisation relationnelle, psychique, cognitive. Cognitive, un des symptômes, c'est la dégradation brusque des résultats scolaires. Et manifestations somatiques, troubles de l'alimentation, du sommeil, de la posture. Posture, c'est la manière de se tenir, hein, ça fait partie du gestuel. Eczéma, etc. Pour prendre ce point-là et le point précédent, si dans une classe d'école primaire ou de collège, un élève à la fois se tient autrement, à la fois s'avachit, ne rit plus, ne dit plus rien, a des troubles du sommeil, a des troubles alimentaires, a des troubles du comportement, il faut chercher du côté de l'agression. Bien plus que du côté de ceux qui disent je vais mal, le prof Marcel, etc. Ne vous trompez pas, souvent les vrais individus en souffrance passent à côté du tamis institutionnel qui est censé les protéger. Voilà. Et enfin, dernier point par rapport aux conséquences, il y a, alors souvent, je n'ai pas de chiffres, hein, mais a priori, c'est quand même plus de 30%, hein, d'après les études, mais qui ne sont pas toutes validées. Il y a réitération du schème d'agression. C'est-à-dire que soit elles sont à nouveau victimes, par une sorte de sidération devant la répétition. Donc la sidération initiale se reproduit, c'est un phénomène classique, ou bien alors il y a une sorte d'inversion et les ex-victimes deviennent bourreaux. Alors peu de victimes deviennent bourreaux, mais en revanche, quasiment tous les bourreaux ont été victimes. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est le seul paradigme nodal, c'est le seul modèle que ces personnes ont eu. Ça veut dire que il est notoirement utile que de présenter à ces personnes qui ont été victimisées un autre mode de vie, un enthousiasme à la vie, un enthousiasme à la connaissance, un enthousiasme à l'altérité. Sinon, eh bien, le triomphe sera le triomphe des modèles pourris. Voilà. Pour conclure, je vais juste avoir une phrase, mais si vous voulez en savoir plus, je vous conseille vivement d'aller voir l'URL qui suit en bas là, qui est un cours complet d'une vingtaine d'heures sur les violences intrafamiliales, qui est évidemment plus complet que cette modeste vidéo. Eh bien, c'est simple, le corps social, donc chaque personne et l'institution doit être particulièrement attentif à la vulnérabilité de ses membres, quelles que soient les causes de cette faille structurelle, sociale, organique, fonctionnelle, conjoncturelle, chronicisée, etc. Et nous sommes tous, si on réfléchit bien, le vulnérable potentiel d'un prédateur et peut-être, je n'ai pas écrit, mais il faut y penser, le prédateur potentiel d'une proie. Donc, méfiance. Si vous avez des questions, eh bien, vous m'écrivez et je répondrai sur mon site ou directement individuellement. Je vous souhaite de bons travaux pour cette journée et à bientôt.